Les adversaires aussi essayent de piéger Netanyahou avec ses propres stratagèmes, en avançant des demi-vérités, en agissant différemment de ce qu'ils disent. L'heure de retrouver Richard Damand et de faire ensemble un tour d'horizon de l'actualité politique et plus particulièrement de la campagne électorale en Israël. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Alors Richard, on va comme chaque lundi essayer de voir un peu ce qui se passe dans cette campagne électorale. Rappeler aussi bien entendu que les élections auront lieu donc dans un peu moins d'un mois maintenant, presque 3 semaines, puisque ce sera le 23 mars prochain. Donc bien entendu, beaucoup de choses se passent actuellement autour de ces élections et on parle déjà d'éventuelles alliances entre différents partis. Et d'après ces jeux d'alliances donc, qui existent en Israël et qui sont vraiment spécifiques, comme on l'a vu à Israël, qui pourrait, d'après vous, Richard, est-ce qu'on peut déjà en parler? Est-ce qu'on peut déjà faire des prévisions de savoir qui pourrait former le prochain gouvernement ou la prochaine coalition? Écoutez, on pourrait parodier la phrase d'Ariel Sharon sur un tout autre sujet quand il disait ce que l'on voit d'ici, c'est pas ce que l'on voit de là-bas. Et ce qu'on va pouvoir dire maintenant, 3 semaines avant le scrutin, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer, parce que si c'était le cas, on se passerait d'élections et on pourrait savoir d'avance quels seraient les résultats. Alors en tout cas, c'est d'autant plus complexe aujourd'hui que dans l'atmosphère de mascarade, de Pourim, on pourrait dire, qui caractérise la scène politique israélienne et de plus en plus mascarade, parce qu'il y a des gens qui avancent masqués, des gens qui se disent démasqués mais qui sont en fait complètement dans la dissimulation. Et donc on est dans une espèce de zone, comme on dit en hébreu, afoura, grise, où on peut faire que des suppositions. Alors justement, après que, puisque vous me posez la question, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir, quelles alliances pourraient être formées dans ce contexte incertain. Je crois que ce qui trouble encore plus les cartes, c'est que de la même manière que Yonit Levy, la fameuse présentatrice du journal de la chaîne 2 ou 12 israélienne, a épinglé il y a quelques jours Netanyahou en relevant, après qu'elle l'ait interviewé, qu'il avait fait 21 mensonges, étant donné que les journalistes israéliens des grands médias se prennent aussi pour les prophètes qui épinglent le pouvoir politique. Elle a répertorié, après qu'elle l'ait interviewé, 21 mensonges. Eh bien, le fait que ce soit vrai ou non, que ce soit approximatif ou non, parce qu'un mensonge, c'est jamais totalement un mensonge, et une vérité, c'est jamais totalement une vérité, n'est-ce pas, sur la scène politique, et notamment sur la scène politique israélienne. Tout ça, ça nous ramène un pourri, mais c'est quand même vraiment le cas. Eh bien, elle avait, de la même manière donc que Netanyahou avait brodé un certain discours tout construit, eh bien, ses adversaires aussi, et on en arrive au bloc possible, ses adversaires aussi essayent de piéger Netanyahou avec ses propres stratagèmes, en avançant des demi-vérités, en agissant différemment de ce qu'ils disent. Et donc, si vous voulez, franchement, on pourrait quand même essayer, pour les auditeurs, de donner quelques points de repère. On a vu ces derniers jours une sorte de rapprochement tacite, malgré le fait qu'ils se critiquent l'un l'autre, entre Bennett et Guidon Sarr, c'est-à-dire entre Yamina et le parti Nouvel Espoir de Guidon Sarr, le dissident du Likoud. Et d'un autre côté, on a vu aussi, et j'en parlerai un petit peu après, un bloc possible, une alliance possible, qui d'ailleurs réunit à peu près le même nombre de sièges entre Lieberman et Lapid, entre donc le parti russophone Israël Beiteinu et Lapid Yesh Atid. Et à vrai dire, ces deux blocs, ces deux demi-blocs, si on peut dire, réunissent à peu près dans les derniers sondages le même nombre de sièges. Le parti Yamina avec le parti Nouvel Espoir réunit à peu près 25 sièges, 24 sièges pour l'alliance potentielle Lapid-Lieberman. Ce qui fait donc, si vous voulez, évidemment, si ces deux demi-blocs s'alliaient entre eux, ils auraient une cinquantaine de députés, mais ce ne sera pas suffisant, parce que pour pouvoir gouverner, il faut avoir plus de 60 députés à la Knesset. Et donc, si vous voulez, il y a ce bloc, ces deux demi-blocs anti-Netanyahou qui ont une vocation naturelle à s'unir dans le cas où ils voudraient, ils feraient des concessions les uns vis-à-vis des autres pour pouvoir renverser la droite. Mais de son côté, d'après les sondages en tout cas,
c'est vrai que le Premier ministre, qui vient d'accorder ce matin une interview à Call Israël, à la radio Cannes, était un peu aux abois parce que la plupart des sondages maintenant ne donnent à son bloc qui pourrait lui former avec le Likoud 29-30 députés, pas plus, et les partis religieux, il n'aurait que, y compris si Yamina, si Bennett décidait de rejoindre le Likoud, ça ne ferait que 48 sans Yamina et 59 avec Yamina. Donc le Premier ministre est, comme on dit en hébreu, dans une situation de Metsuka, je dirais de danger. Ouais. Et il est aux abois. Et en fait, je disais que ses adversaires avancent masqués parce que d'un côté, il n'y a pas eu de rencontre officielle entre, comment dirais-je, Bennett et Sarr, mais il est certain que ces deux partis ont plus en commun qu'ils n'ont de divergence. Si ce n'est la grande divergence maximale, c'est qui va gouverner. Et c'est Oui, ça. ça c'est la grande S'il y a question. un C'est la grande question, hein, bien sûr, à chaque fois, chaque élection, qui va gouverner. Alors, dernière fois, on avait trouvé cette solution de coalition, de rotation, pardon, entre les deux chefs de parti, entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou. Situation qui n'avait pas, en fait, compte marché. Hein, ça n'avait vraiment pas fonctionné. Est-ce qu'on pourrait voir une coalition fonctionner cette fois-ci entre Naftali Bennett et Gideon Sarr? Eh ben, d'abord, il faudrait pour que cette coalition soit en potentialité de former un gouvernement, que Lapid accepte, lui dont le parti risque d'arriver en tête après le Likoud, bien que d'après les derniers chiffres, ça se tient dans un cheveu. Hein. On disait tout à l'heure 25 pour le, enfin, en tout cas, en tant que parti seul, c'est vrai que ce sera Lapid qui arrivera en seconde position derrière le Likoud. Mais est-ce qu'il acceptera est-ce qu'il donnera cours plutôt à son sentiment anti-Netanyahou en acceptant que le monopole de la formation du gouvernement revienne au bloc, au demi-bloc, j'allais dire, Yamina et donc Nouvel Espoir de ça. Ça, c'est une première condition. Au cas où oui, il accepterait, alors à ce moment-là, ça sera le combat des coqs entre Sarr et Bennett. Et ils ont intérêt, d'après moi, à s'asseoir, comme on dit en hébreu, ensemble, bien avant pour prévoir tous les cas de figure, parce que ce ne sera pas après, à un ou deux sièges près, qu'il faudra régler tout ça, parce que le combat de coq, ce sera de savoir qui, dans le cas d'une rotation, et c'est sans doute ce qu'a en tête Bennett, comme il donne ça, qui serait d'abord le Premier ministre. Ouais, Or, Bennett met toute son énergie dans le fait que c'est d'abord lui, Bennett, il ne va pas attendre que le gouvernement Gideon Sarr, avec tous les aléas que ça suppose, se constitue. Et donc Bennett va tout mettre, tout faire, tout déterminer dans les semaines qui viennent pour être lui, si toutefois ce bloc l'emportait, et si Lapid, vous voyez qu'il y a beaucoup de conditions, ouais. lui donner son soutien pour que ce soit lui, Bennett, qui dirige Ouais. pendant les 2 premières années le gouvernement. On Donc en est loin encore parce beaucoup que Lapid... Encore beaucoup d'interrogations. Encore, Bien entendu, le soir du 23 mars, ce sera intéressant de voir les résultats, non pas les résultats des sondages, mais les résultats dans la réalité pour en savoir un peu plus sur ces différents blocs et qui pourra gouverner le prochain gouvernement d'Israël. Alors, on en a un tout petit peu parlé, Richard, vous l'avez évoqué, c'est Lapid et Lieberman. Je crois qu'ils se sont rencontrés la semaine dernière, qui visiblement sont en train de former une certaine alliance. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le dénominateur commun entre ces deux hommes? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a un mot qui pourrait les caractériser leurs deux courants, leurs deux mouvances politiques, c'est le libéralisme. On se l'entend comme tel dans le vocabulaire israélien, c'est-à-dire que ce sont deux partis laïques, anti-religieux d'une certaine manière, opposés à ce qu'ils appellent la mainmise, à tort ou à raison, des partis religieux sur certaines institutions et sur la vie politique israélienne. Donc, il y a plutôt un dénominateur, je dirais, entre guillemets, positif, certaines valeurs dites libérales communes, mais en même temps, beaucoup de valeurs d'opposition contre les religieux. Et le fait est que le bloc qui peut former, dont j'en parle d'après les sondages, 24 députés, c'est une quantité non négligeable. Quand on pense que le Likoud va arriver à 29 ou maximum 30 et peut-être même 28, parce qu'il y aura aussi des surprises. Donc, vous voyez, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Mais en tout cas, au niveau des valeurs,
Et puis, il y a aussi, si vous voulez, ce qui est paradoxal, parce que le parti de Lapid est un parti qui se dit centriste, pour certains centre-gauche pour les problèmes de société, centre-droite pour les problèmes de sécurité, alors que Lieberman est évidemment marqué à droite, ne serait-ce que par sa position par rapport à l'avenir des territoires et au statut des Arabes israéliens. Et donc, il y a un paradoxe, mais le trait d'union, c'est libéral, Ouais. libéralisme. C'est intéressant de noter que ces derniers jours, ils ont effectivement, certains délégués se sont rencontrés, ils ont dû se parler au téléphone, si ce n'est s'être rencontrés. En tout cas, il y a eu une position commune de dénonciation, au nom d'ailleurs de Yesh Atid et de Israël Beitenou, de la fameuse commission qui délivre des permissions d'entrée Ouais. aux Israéliens qui sont à On en a l'étranger, beaucoup compte parlé ce tenu de la matin. situation du corona. Voilà, et donc là, il y a eu une critique de la position de Netanyahou et de Meir Regev, sa ministre des Transports, qui s'occupe de la commission, parce que, semble-t-il, d'après Lapid et Lieberman, on a fait rentrer en Israël une majorité d'Israéliens religieux, comme s'il y avait une orientation politique dans cette Dans commission. cette En tout commission, cas, ouais. le fait est qu'on voit Lieberman et Lapid entonner les mêmes rengaines, et ça indique que oui, ce demi-bloc risque de durer jusqu'au soir des élections. Alors, dernier sujet qu'on va évoquer avec vous, on va parler d'une personne qui, on va dire, a fait une apparition, on va dire, météorique dans la scène politique israélienne. Il y a un peu plus d'1 an, on parlait de Benny Gantz comme la personne qui pourrait sauver le pays pratiquement. Enfin, c'est comme ça qu'il était présenté, en tout cas dans les médias. Et aujourd'hui, son parti arrive difficilement à franchir le seuil d'éligibilité. Absolument. Écoutez, vous utilisez l'expression météorite. En fait, à part Yair Lapid et son parti Yesh Atid, qui existe depuis 7 ans sans doute et qui fait un chemin, qui a une base nationale, qui a des militants, c'est l'un des rares partis du centre israélien, entre guillemets, centre-gauche, centre-droite, peu importe, mais en tout cas du centre qui a pu tenir la route aussi longtemps dans l'échiquier politique israélien, parce qu'il y a eu depuis 20, 30, 40 ans, il y a eu des tas d'expériences qui ont raté. Nous avions prévu, et beaucoup d'analystes avaient prévu, que le parti bleu et blanc, qui a quand même réuni plus de 33 députés dans ses meilleurs moments, et aujourd'hui, comme vous le disiez, à peine d'après les sondages, a passé le seuil d'éligibilité. Et même s'il le passait, il aurait 4 députés. Alors passer de 33 à 4, c'est vraiment une queue de comète, la fin du météorite. Et d'aucuns pensent, dans les analyses qu'on a vues ces derniers jours, expliquent que c'est le moment de vérité pour Gantz, notamment, et pourquoi, vous avez évidemment déjà parlé de ça, mais j'y reviens, c'est que il y a quelques jours, en milieu de semaine dernière, un groupe de 130 officiers, enfin pas seulement des officiers de l'armée, mais des membres de ce qu'on appelle l'establishment sécuritaire, avec d'anciens chefs du Mossad, du Shabak et autres, on fait une lettre ouverte, on écrit une lettre ouverte à Gantz en lui demandant de se retirer de la course, au prétexte que, justement, comme son parti aussi, il va de toute manière recueillir des voix, et quelques centaines de milliers de voix, s'il passe le seuil d'éligibilité. Or, d'après les signataires de cette pétition, le fait que Gantz se maintient dans la course fait perdre des voix. Même s'il obtient 4 députés, ça ne va pas peser beaucoup, mais en tout cas, s'il n'en obtient pas, ces voix sont des voix perdues qui donc profiteront au bloc, d'après ces signataires, au bloc Netanyahou. Et donc, si, ont-ils invoqué, Gantz est véritablement veut servir le pays, eh bien, il devrait se retirer pour que les forces anti-Netanyahou puissent mobiliser toutes les voix et arriver à déboulonner le Premier ministre. Or, Gantz, moment de vérité aussi, parce que finalement, même tout récemment, lorsque, si vous voulez, le slogan et la position qu'adopte Gantz dans toutes ses interventions, c'est une position d'expliquer qu'il est lui le front, il est lui la barrière empêchant Netanyahou de devenir un véritable dictateur, qu'il limite les dégâts faits par Netanyahou. Or, on n'a jamais vu sur la scène politique israélienne quelqu'un monter en flèche et l'emporter
quand il ne fait que contenir, être une espèce de pare-feu par rapport aux dérives éventuelles du pouvoir qui est juste trop personnel de Netanyahou. Et donc, ces thèmes de campagne, je vois qu'il intervient, ce sont des thèmes de défaitistes, ce sont des thèmes négatifs. Et certains qui le respectent, son côté gentleman, son côté loyal de grand officier de Tsahal, le trouvent un petit peu triste et démobilisateur, et d'où cette pétition. Et si vous voulez, le fait est que quand on voit ces derniers jours les interventions des uns et des autres, tout le monde se ressent, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, qu'on le soutienne ou pas, ou qu'on les soutienne et qu'on le soutienne plus. En tout cas, Gantz fait un petit peu, non pas pitié, mais il déclenche une sorte de mouvement de regret. Et on peut comprendre que des gens qui veulent voir le règne de Netanyahou prendre fin, eh bien, soutiennent, appellent Gantz à se retirer pour qu'une majorité de 61 députés puisse apparaître au moins contre Netanyahou. Donc, Voilà. c'est oui l'heure de vérité, mais peut-être c'est mal connaître son caractère tenace, parce que derrière des airs de gentleman et de quelqu'un un petit peu trop distingué peut-être pour être efficace dans l'arène politique israélienne, eh bien Gantz a aussi sa propre volonté, et peut-être que cet appel, au lieu de le déboulonner, à lui aussi va au contraire l'inciter à continuer jusqu'au bout, mais ça, on verra bien dans les jours qui viennent. Yamim Yagidou, comme on dit en hébreu. Merci beaucoup en tout cas, Richard Darmon, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonne journée, à très bientôt. Bonne journée, à bientôt.